Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Ludovores. On se retrouve aujourd'hui pour notre menu crowdfunding du 20 novembre 2022. Peut-être, potentiellement, l'un des menus crowdfunding les plus courts de l'histoire de la chaîne. Peut-être, mais en même temps, vous connaissez un petit peu la chaîne désormais. Vous savez que j'ai beaucoup de mal à contrôler en termes de temps la durée du menu crowdfunding. Donc peut-être qu'en fait, j'ai des conneries. Mais, on va viser le menu crowdfunding de, allez, 1 heure, 1 heure et quart maximum. On verra. C'est mon pronostic, mais je peux tout à fait me rater également. Menu assez léger, vous l'aurez compris. Du coup, on va aller voir tout de suite un petit peu l'évolution de la chaîne. Vous êtes assez nombreux à vous ajouter en tant que nouvel abonné à la chaîne ces derniers temps, ces dernières semaines, depuis en fait que l'on a posté la review de Unconscious Mind qui est actuellement à 1600 vues, très joli score. Et puis ensuite également l'expli party pour Unconscious Mind également. Ça fait 2 jours que nous l'avons posté et elle est déjà à 900 vues approximativement, donc ça marche très très fort également. D'autant plus qu'il se trouve que malgré la présence de 2 autres, comment dirais-je, vidéastes francophones qui avaient le proto, ils n'ont pas pu malheureusement délivrer c'est de l'anglais pour le coup, mais livrer une vidéo dans les temps. Donc bon, pour le coup on est, sans le vouloir vraiment, en exclusivité sur la zone francophone, donc c'est vrai que ça nous a apporté pas mal de nouveaux spectateurs, donc du coup on vous remercie tous de nous avoir rejoints. On espère bien évidemment que vous vous y plairez. Pour le reste, de l'habituel, du menu crowdfunding, du suivi menu crowdfunding. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le dimanche, c'est le menu crowdfunding, l'émission dans laquelle je présente toutes les nouveautés sur Kickstarter, GameFund et compagnie. Et le mercredi, le suivi du menu crowdfunding, qui pour l'instant continue, mais qui pourrait à terme peut-être un peu disparaître pour des raisons personnelles, bien évidemment, bébé oblige aussi. Mais pour l'instant, c'est le suivi du menu crowdfunding dans lequel on passe en revue les projets qui s'apprêtent à se terminer, qui rentrent dans la dernière semaine de campagne. Entre temps, on a aussi une petite vidéo de Xavier en solo pour Anachronie. Sa 3e vidéo solo, c'est Anachronie, si je me souviens bien. 2e, 3e. Ouais, j'ai oublié. Quoi qu'il en soit, on va aller voir maintenant le sondage de la semaine. Je vous rappelle que chaque semaine, dans la description de la vidéo, vous trouverez un lien pour aller voter pour le ou les projets d'ailleurs qui vous intéressent le plus pour la semaine suivante, puisque généralement la majorité des projets est annoncée avant, bien évidemment, leur arrivée sur Kickstarter. C'est pas toujours le cas, parfois il y a des surprises. Il y en aura une cette semaine d'ailleurs, mais pour le coup en général c'est annoncé en avance. Et pour cette semaine, les résultats sont, comme c'était bien prévisible bien évidemment, Heroes of Might and Magic 3, donc l'adaptation du jeu vidéo en jeu de société avec 15 voix, devant Werewolf The Apocalypse Retaliation, 12 voix, donc très bien placé également, puis Maple Valley, et puis une ribambelle d'autres petits projets par-ci par-là. Donc vous le voyez, menu très très léger, même s'il y aura plus de projets que ce qui est affiché ici, puisque toujours des projets qui ne sont pas annoncés ou qui sont passés un petit peu sous mon radar, que je n'ai pas aperçu, tout simplement. À commencer par un projet que je ne vais pas présenter, alors que j'aurais théoriquement voulu le présenter dans les gros projets de la semaine, alors qu'il ne faisait pas partie du sondage pour le coup. Il s'agit de The Curse of Candelabria, et non, je n'ai pas encore commencé le suivi des projets, enfin pas le suivi, mais les mentions honorables, en fait, tout simplement parce que celui-ci, même si pour l'instant vous ne le voyez pas, va annuler. C'est pas encore annoncé officiellement dans les actus ici, mais ça devrait l'être dans les heures à venir. J'ai entendu dire, j'ai mes sources, que The Curse of Candelabria allait annuler bientôt, dans les jours à venir, donc malheureusement un projet de moins à présenter cette semaine, et pourtant celui-ci, comme vous le voyez, avec une direction artistique vraiment jolie, vraiment léchée, avec des miniatures dans tous les sens, c'était très joli, c'était apparemment prometteur aussi en termes de gameplay, mais ici ils sont un petit peu mal pris, soyons tout à fait honnêtes, au niveau de la, de la communication pré-campagne, peut-être aussi un petit peu à d'autres niveaux, notamment pas en termes de création de jeux véritablement, peut-être aussi au niveau des tarifs, du manque de vidéos sur le sujet, etc. Donc pour le coup, ça marche pas des masses. 32 000 €, il n'y a pas à rougir non plus, soyons honnêtes, mais bon, 380 contributeurs pour un projet aussi ambitieux et aussi velu en termes de matériel, c'était pas suffisant. Et pourtant, ça nous venait de Lunar Oak Studio, donc c'est le 2e projet pour l'éditeur italien, et qui était à l'origine derrière Sheol, qui avait fait un joli résultat à l'époque avec 2700 contributeurs. Donc on espérait vraiment un aussi beau résultat pour Curse of Candelabria. Ce sera pas pour cette fois-ci, mais on les retrouvera peut-être, on peut espérer en tout cas, dans quelques mois peut-être pour une nouvelle campagne du même jeu. Pour le reste, ma foi, on va passer directement aux mentions honorables de la semaine, avant d'entrer dans les, du coup, 2 voire peut-être 3, ça dépendra de mon humeur et de mon temps disponible. Gros projet de la semaine.
On commence par un premier projet qui n'est pas un jeu de société mais qui est connexe. Il s'agit d'un gaming kit pour Frosthaven ou Gloomhaven au choix, donc utilisable dans les deux jeux, les deux jeux de l'immense succès Gloomhaven, Frosthaven. Je crois que Frosthaven n'est pas encore parvenu au backer si je ne me trompe pas, mais Gloomhaven, oui, vous le connaissez certainement, c'est actuellement le numéro 1 sur BGG, donc c'est un petit peu difficile de passer à côté bien évidemment, et donc c'est juste de la deluxification pour votre jeu. Ce n'est pas l'œuvre de l'éditeur originel de Frosthaven ou Gloomhaven, mais par Lazerox, donc c'est plus de la deluxification, de l'ergonomisation de votre jeu. Donc voilà, c'est pas un truc vraiment essentiel, bien évidemment, loin de là, mais c'est vrai que ça vient apporter un petit peu côté deluxe et surtout, encore une fois, de l'ergonomie pour profiter encore mieux de votre jeu. Voilà. Mais au-delà de ça, c'est pas un projet véritablement nécessaire pour y jouer, bien évidemment, vous l'aurez compris. Du coup, je vais même pas passer de temps sur les différents niveaux de pledge, surtout qu'il y en a quand même un petit paquet. Mais bon, sachez-le, il y a un projet actuellement pour aller deluxifier votre Frosthaven à venir, ou votre Gloomhaven actuel. À vous de voir si ça peut vous tenter, et si vous avez les fonds suffisants, nécessaires, disponibles, pour éventuellement aller deluxifier encore plus un jeu qui était déjà assez lourd au demeurant à l'origine. On continue avec un projet qui se prend un petit peu une claquosse au niveau de la nuque, bien sûr. Il s'agit de Bestiary of Sigillum Collector's Edition, le nouveau projet de Crowdy Games, un éditeur qui généralement propose pas mal de petits projets assez intéressants, assez originaux, notamment en termes de direction artistique, mais également parfois en termes de mécanisme. Un éditeur dont je n'ai aucun jeu à l'heure actuelle, mais dont j'aime bien suivre les campagnes. Ça a l'air d'être intéressant aussi pour Bestiary of Sigillum, mais le déménagement de Kickstarter à GameFound, c'est un petit peu mal opéré pour eux, puisque vous le voyez en l'état, pour l'instant à 3-4 jours de début de la campagne, enfin après le début de la campagne, on est actuellement à moins de 200 backers et 8800 $ d'engranger sur 20 000 nécessaires. C'est pas très bien parti pour Bestiary of Sigillum. Alors ça peut-être encore se faire, mais on est quand même pas à 50% à la fin de la première semaine de campagne. Généralement ça sent un petit peu le sapin quand ça commence comme ça, soyons honnêtes. Donc voilà, c'est mal barré, et pourtant, c'est un jeu qui a l'air d'être relativement intéressant, c'est un jeu qui peut se jouer en solo comme en confrontation en 1 contre 1, voire même jusqu'à 4 dans certaines configurations. C'est un jeu dans un univers de fantasy, comme vous pouvez le voir ici, de confrontation, mais également avec une campagne coop, si je ne me trompe pas. C'est pour 1, 2 ou 4 joueurs, pas 3 apparemment, pour 40 à 60 minutes la partie, donc c'est relativement facile à sortir en théorie, en termes de durée de jeu en tout cas, et c'est pour 14 ans et plus, et ça s'apparente plus ou moins à un MOBA, comme vous le voyez, donc les jeux massivement multijoueurs, en termes d'approche, de gameplay, ça peut s'y apparenter, mais en fait ça évoque d'autres jeux de plateau bien plus complexes, je vais peut-être dire une énormité pour les fans de la licence en question, mais ça me fait légèrement penser à Cloudspire, un jeu de confrontation avec différentes zones sur lesquelles on va chercher à évoluer pour se rapprocher du château de l'adversaire, pour les détruire progressivement au fur et à mesure, un petit peu un côté tower defense si je puis dire, avec des personnages asymétriques que l'on va drafter en début de partie ou que l'on va choisir selon son beau vouloir, et qui auront donc chacun bien évidemment des spécificités, des compétences asymétriques et une synergie plus ou moins, comment dirais-je, viable face à l'adversaire et au personnage que lui-même aura choisi via son draft. Donc à vous de chercher des combinaisons qui pourraient bien marcher ensemble. Les personnages ne seront pas forcément parfaitement associables les uns aux autres, donc il faudra être un petit peu méticuleux au niveau de votre choix de début de partie, ou alors vraiment laisser ça au hasard, mais auquel cas l'équilibre sera peut-être potentiellement un petit peu bancal. Et en plus ça c'est assez intéressant puisque les compétences de vos personnages, lorsque vous allez les utiliser, vous allez les placer sur une frise que vous voyez ici, et il y a tout un aspect de chronologie qui fera en sorte que vos compétences vont pouvoir vous revenir après un certain temps, mais plus le pouvoir est chargé et puissant, plus il faudra du temps pour que ce pouvoir puisse vous revenir en main. Donc c'est assez intéressant, la DA est plutôt chouette et plutôt jolie, et ça me fait penser à un petit Cloudspire léger, on va dire, Encore une fois, en termes de durée de jeu, vous l'avez vu aussi, c'est relativement court, et c'est relativement bien produit, comme souvent avec cet éditeur. Mais c'est vrai que pour l'instant ça marche pas des masses, soyons tout à fait honnêtes. Pour rappel, je le disais tout à l'heure, donc jeu jouable en solo avec 2 campagnes thématiques, également jouable pour 2 joueurs en campagne, donc certainement en collaboration pour le coup, en coopération, et puis également en chacun pour sa tronche en 1 contre 1.
Ensuite, rappelons rapidement aussi les niveaux de pledge, je dis rappelons alors que je ne les ai même pas encore abordés. On a un pledge de base à 45$, sachant que c'est une exclusivité GameFound et non pas Kickstarter comme c'est habituellement caché chez Crowdy Games. 45$ pour Lord of Sigillum, donc c'est pas spécialement très cher. En même temps, c'est pas un jeu qui est blindé de plastique ni quoi que ce soit. Hein. Ensuite, on a également un niveau de pledge un petit peu inférieur à 30$, qui là correspond à l'édition Retail, donc l'édition en boutique. Si le jeu voit un jour le jour, c'est pas très élégant comme phrase, mais bon, vous aurez compris le concept. Si le jeu arrive un jour en boutique, 30$ contre les 45 qui sont affichés ici, puisque c'est une édition un petit peu augmentée, un petit peu deluxifiée si je puis dire, puisque vous aurez également tout le contenu supplémentaire, à savoir ce petit Bestiary of Sigillum que l'on voit ici, et également tous les stretch goals qui eux ne seront pas disponibles dans la version jeu de base, donc non exclusive à GameFound. Ensuite, pour ce qui est des frais de port, on va quand même rapidement voir un petit peu ce à quoi ça ressemble en termes de présence sur table. C'est plutôt joli, c'est pas un jeu massif, hein, il n'y a pas beaucoup de matériel, mais c'est relativement joli et plutôt bien produit. On a aussi différentes maps que l'on pourra prendre, dont certaines sont encore du work in progress, donc on dévoilera potentiellement plus tard dans la campagne. Les tonnes de personnages que vous pourrez contrôler, hein, c'est vraiment l'intérêt du draft de début de partie, il y aura vraiment des synergies à aller imaginer entre les différents personnages que vous pourrez incarner. Donc c'est assez intéressant de ce point de vue-là. Encore une fois, la DA est plutôt sympatoche, même si ça reste vraiment de la fantasy relativement classique. Ensuite, descendons pour en apprendre un petit peu plus sur les frais de port, disais-je tout à l'heure, même si on a entreaperçu rapidement les différences avec l'édition collector, avec un peu plus de contenu. Mais pour ce qui est des frais de port, on va enfin y arriver, après avoir défilé pendant 300 ans sur la page de la campagne, quand même pas mal de vidéos, mais pas de version francophone pour le coup, malheureusement. Sachez également qu'il y a une version Tabletopia disponible pour ceux qui voudraient éventuellement le tester, ou encore sur Steam également via TTS, j'imagine, Tabletop Simulator, à mon avis. Et puis donc pour le shipping, c'est ici que ça se passe, avec pour le Canada 16, 18, 30 en fonction de votre niveau pledge, sachant que le 30$ c'est si vous prenez 2 copies du jeu pour faire un petit peu diminuer la note, bien évidemment, pour un mini pledge groupé, disons, et encore ça n'élimine pas grand chose, hein, pour être tout à fait honnête. Ensuite, l'Union Européenne 12 à 16, j'imagine que ça dépend du pays dans lequel vous vivez dans l'Union Européenne, 14, 18, bon, c'est un petit peu mal nommé pour le coup, mais 20 à 26. Ensuite, pour la Suisse, 16, 18, 24. Et puis, juste par curiosité pour nous, que sommes en Asie, dans le Rest of Asia, pour le coup, 25 à 65, disons, si on prend une seule copie du jeu. C'est assez cher pour nous, malheureusement. C'est pas un jeu qui m'intéressait outre mesure, mais quand même. Et pour ce qui est de la TVA, attention, elle sera ajoutée dans le Pledge Manager si vous vivez dans une zone imposable par cette fameuse taxe sur la valeur ajoutée, comme c'est le cas pour la majorité des spectateurs de la chaîne, j'imagine. Voilà pour ce qui est de Bestiary of Sigillum, pas inintéressant au demeurant, mais le déménagement sur GameFound, c'est pas forcément bien passé pour Crowdy Games. Vous me direz ce que vous en pensez malgré tout. On enchaîne avec Legends Untold qui nous revient avec une nouvelle extension slash standalone intitulée The Illumination of Deep Sorrow. C'est le deuxième projet pour Inspiring Games qui nous vient de Édimbourg en Écosse. C'est assez rare pour être souligné. Et on va prendre un petit peu de temps parce que la connexion est un petit peu à chier aujourd'hui. C'était à l'époque sur une première campagne, 3238 contributeurs quand même pour une première campagne, un premier projet sur Kickstarter. C'était quand même un super beau succès et ça peut s'expliquer aussi parce que Legends Untold, c'est un jeu qui vous propose une expérience à mi-chemin entre le livre dont vous êtes le héros et le jeu de RPG un petit peu massif avec des gros dungeon crawlers, etc. Mais le tout avec exclusivement des cartes. Voilà, donc vous aurez des cartes qui vont composer votre personnage et ses différents items, c'est son équipement global qui va venir s'enrichir au fur et à mesure, et puis également la map que vous allez visiter, en fait, est composée exclusivement de cartes que vous allez incliner dans différents sens en fonction des lieux que vous allez visiter. J'essaie de vous retrouver ça de manière un peu plus parlante pour le coup. Voilà, ici vous avez donc des cartes, et en fonction des actions que vous allez faire et des choix que vous allez opérer également dans la partie, eh bien vous aurez différents embranchements qui eux-mêmes viendront se connecter avec d'autres cartes, un petit peu comme vous le voyez ici. Donc ça donnera parfois des figures un petit peu étranges sur la table, mais ça fonctionne très bien visiblement. Et donc ça remplace toutes les grosses tuiles en carton, il n'y a pas de miniature non plus, ce sont des petits tokens pour représenter votre personnage par exemple. Donc c'est plutôt, disons, une option relativement abordable en termes de tarifs par rapport aux gros RPG qu'on a l'habitude de voir. Et donc cette fois-ci, Legends
Untold s'accompagne d'une nouvelle, d'un nouveau contenu en termes de gameplay, avec de nouvelles aventures, de nouveaux chapitres à aller explorer, avec cette extension / standalone, The Illumination of Deep Sorrow. Donc encore plus de ce qu'on avait déjà vu dans la précédente campagne, et pour le coup, ça commence un petit peu doucement. Ceci dit, attention, si vous allez voir les actus rapidement, vous vous rendrez compte que le projet a commencé le 18 novembre. Or, on est le 18 novembre quand j'enregistre cette vidéo. Cette première partie, en général, j'enregistre toujours les mentions honorables le vendredi et les gros projets le samedi pour essayer de diviser un petit peu les tâches. Et du coup, ça a commencé aujourd'hui, donc finalement, 540 contributeurs, c'est pas si mal que ça pour un premier jour, au final. Même si vous le voyez, ça évolue pas comme ça à la seconde, comme c'est le cas parfois pour certains gros projets. Mais il reste encore 3 semaines pour vous pencher sur son sujet. Malheureusement, pour l'instant, en l'état, pas de version francophone pour le jeu, donc il faudra comprendre un minimum l'anglais pour ne serait-ce que les règles. Et puis, vous le voyez, il y a quand même pas mal de textes sur les cartes, de personnages notamment, un petit peu moins sur les cartes de lieux, bien évidemment, c'est un petit peu moins nécessaire. Et ce sera aussi l'occasion de mettre la main sur ce qui était sorti précédemment, donc dans la campagne précédente, par exemple The Great Sewers ou The Weeping Caves par exemple. On va aller voir les niveaux de pledge rapidement. Alors, ça se présente comme ça. Ok, donc le pledge level, donc ici on a un livre, $1 pour accéder au pledge manager. Ensuite, le premier pledge de la campagne, c'est le pledge level quest que vous voyez ici pour le nouveau contenu. Donc pour Legends Untold, c'était quoi déjà? C'était Illumination of Deep Sorrow, voilà. Pour donc 59 livres. Donc attention, il faudra transcrire en euros, ça fait actuellement 68 euros. Ensuite, on a un pledge à 88 pour tout le nouveau contenu, donc à savoir l'extension dont j'ai parlé tout à l'heure, ainsi que le Potions and Preparation Expansion Set, donc encore un peu plus de contenu, notamment j'imagine sur les potions réparation que vous pourrez, comment dirais-je, charger votre dos en tant qu'équipement, que vous pourrez utiliser face à certains monstres, etc. Donc tout ça pour quand même 88 livres, donc ça va chercher les 100 euros quand même, mine de rien, pour un jeu qui, je le rappelle, s'il peut remplacer de manière assez intéressante les gros RPG avec des grosses tuiles, des grosses figurines, va être quand même, pour un jeu composé exclusivement de cartes, assez cher malgré tout. Et ensuite, vous avez un pledge all-in à 166 livres, soit 191 euros pour tout ce qui est sorti jusqu'à présent sur Legends Untold, y compris les différentes extensions qui sont sorties dans la campagne précédente également. Mais je le rappelle, pour le contenu qui est présenté, à savoir essentiellement des cartes, vous le voyez ici pour le contenu de la nouvelle boîte par exemple, on a donc les livrets de campagne, ok, mais après le reste c'est quand même essentiellement des cartes, beaucoup de cartes, oui d'accord, mais quand même seulement des cartes, et puis quelques petits tokens par-ci par-là, mais bon, c'est pas des trucs qui coûtent très très cher à l'origine, et du coup, effectivement, on peut se dire que les prix sont un petit peu élevés pour le contenu. On peut légitimement le penser. Mais bon, on n'est pas forcément derrière à la création, à la production, pour aller étudier un petit peu le coût de chacun des éléments, mais ça me semble un tout petit poil cher pour ce que ça propose. Et au-delà de ça, c'est vrai que si les illustrations sont plutôt jolies, les cartes sont pas hyper sexy, voilà. Ensuite, pour ce qui est des frais de port, ils ont fait un truc assez lissé. La majorité des pays de la planète en fait sont concernés par le frais de port à 19 livres, donc disons environ 25 euros, un petit peu moins certainement, donc y compris pour ce qui est de la France ou encore de la Belgique ou encore de la Suisse par exemple, donc une grande partie de la francophonie, et pour nous qui sommes au Japon également 19 livres. Je crois que c'est à peu près tout. Il y a Liechtenstein qui potentiellement pourrait être un petit peu francophone aussi, mais sinon c'est à peu près tout. Donc voilà pour Legends Untold avec cette nouvelle campagne pour The Illumination of Deep Sorrow qui devrait certainement moins bien marcher que la première campagne à l'époque. Mais bon, ça devrait quand même chercher plus de 1500, 2000 contributeurs. C'est un petit peu dur à dire après une journée de campagne. Mais bon, on verra bien. Vous me direz si vous êtes intéressé, mais malheureusement, en l'état, pas de version francophone pour Legends Untold. Autre jeu qui s'est lancé aujourd'hui même, Where's My Ride? On est dans un univers complètement différent par contre de Legends Untold, le jeu précédent, puisque là il s'agit d'un jeu d'ambiance et de déduction coopératif pour 2 à 7 joueurs, dans lequel en fait vous allez chercher à choper un taxi, mais l'application en charge des taxis, du Uber, tout ce que vous voulez, est un petit peu pété, et donc du coup il est très très difficile de pouvoir appeler un taxi ou ce qui s'y apparente quoi en gros, et vous pourrez les contacter uniquement via des textes, des messages complètement absurdes, et eux pourront vous répondre exclusivement avec des emojis.
Voilà, et il faudra essayer de trouver votre voiture avant de, comment dirais-je, de perdre un maximum de points sur votre, comment dirais-je, votre évaluation en tant que chauffeur ou je ne sais trop quoi. J'ai pas plongé plus en avant dans la campagne parce que c'est vraiment pas un jeu pour moi du tout, du tout. Mais bon, ça peut être fun éventuellement. Ceci dit, pas de version francophone là encore. On a un pledge de base à 30$ pour un contenu relativement léger en termes de matériel. Bon, le jeu est pas très très cher certes, mais je pense que c'est plutôt un type de jeu qu'on pourrait trouver à, ouais, j'ai pas 20$ en commerce, c'est ça certainement. Et puis c'est tout, il n'y a pas d'autre niveau de pledge que celui-ci. On a juste éventuellement un petit Meals My Ride pour 10$, un add-on qui vous permet d'aller chercher des emojis en forme de chat plutôt qu'en forme de tête humaine, et puis 10 nouvelles cartes de messages pour les, comment dirais-je, les clients qui cherchent des chauffeurs. Voilà, c'est pas terriblement intéressant, soyons honnêtes. Mais bon, il y a quand même déjà, malgré tout, 160 contributeurs, 6400€ d'engrangés en l'espace d'une journée, puisque je le rappelle, le projet s'est lancé aujourd'hui, donc bon, ça a trouvé quand même malgré tout son public, ça devrait pouvoir financer assez facilement. Et pas de version française, je le rappelle. Ensuite, pour ce qui est des frais de port, pour le Canada 15$, pour l'Union Européenne 18$ plus la TVA certainement dans le Pledge Manager, oui c'est ça, dans le Pledge Manager qui sera sur BackerKit, et pour nous ce serait éventuellement 30$ de frais de port pour le Japon, donc autant vous dire que déjà si j'étais pas intéressé, c'est encore moins le cas maintenant que je sais ça. Voilà pour Where's My Ride, le premier projet de... non, c'est le 20e projet, oh là là, de Slugfest. Ça criait jeune éditeur tout nouveau sur Kickstarter, et en fait, pas du tout. 20 projets sur Slugfest Games, que je ne connaissais ni d'Eve ni d'Adam. Donc juste par curiosité, on va aller voir ce qu'ils avaient fait précédemment. Ah d'accord. Red Dragon Inn, donc en fait si, je les connais carrément, mais juste je m'étais jamais abonné à leur page, et je pensais pas du tout que c'était le même éditeur qui proposerait un jeu de ce genre là. Ok, après tout, pourquoi pas. Voilà pour Where's My Ride. Alors moi, pour le coup, j'avais voté pour cette semaine, pour Maple Valley, un jeu dans le même univers que Creature Comforts, qui avait fait un très beau succès sur Kickstarter par KTBG, je crois que c'est l'équivalent de, oui c'est ça, Kids Table Board Gaming, donc c'est le 8e projet actuellement sur Kickstarter. C'est eux qui avaient notamment pondu, bien évidemment, Creature Comforts, le gros succès avec 9000 contributeurs à l'époque, Power Plants qui était pas mal non plus avec 2300, il avait été un petit peu moins vendu alors que pourtant il avait l'air d'être assez intéressant, Fossilis également avec 4600 contributeurs, c'était pas mal non plus. Pour les précédents je les connaissais pas à l'époque donc je ne pourrais pas tellement en parler, mais ça avait fait des résultats un peu plus confidentiels à l'époque, jusqu'à Rake Raiders qui avait fait un résultat plutôt correct, et ensuite ça s'était un petit peu envolé avec Fossilis, puis Creature Comforts, avant de retomber un petit peu avec Power Plants, mais là ça devrait à peu près bien rebondir avec Maple Valley, puisque c'est dans le même univers que Creature Comforts, qui était leur plus gros jeu à ce jour, enfin plus gros, leur jeu avec un plus grand succès jusqu'à présent. Et comme ça partage le même univers, certainement que Maple Valley va faire un résultat assez conséquent également. Si vous ne connaissez pas d'ailleurs Kids Table Board Gaming, attention, c'est vrai qu'il y a Kids dans le titre, mais c'est pas des jeux exclusivement pour les enfants. Disons que ce sont des jeux familiales, ça oui très clairement, mais avec différents niveaux de difficulté qui vont s'échelonner en fonction du public que vous allez avoir autour de la table. Vous pouvez tout à fait y jouer avec des très jeunes enfants de 7-8 ans par exemple, surtout s'ils sont un petit peu habitués à l'univers du jeu de société, mais vous pourrez aussi un petit peu corser le tout en général avec différents niveaux de complexité. Je ne sais pas si c'est le cas pour Maple Valley, j'ai pas fouillé suffisamment, mais en général c'est le cas pour leur proposition précédente. Et vous connaissez d'ailleurs peut-être Creature Comforts parce qu'il a une version française par Matago si je ne me trompe pas. Donc, on repart dans l'univers de Creature Comforts avec Maple Valley, qui est un jeu pour 2 à 4 joueurs si je ne me trompe pas, 1 à 5, excuse-moi, donc rien du tout, 1 à 5 joueurs par Roberta Taylor pour 8 ans et plus, pour des parties de 60 minutes environ. C'est un jeu de déplacement d'ouvriers. On parle souvent de placement d'ouvriers, là ce sera du déplacement d'ouvriers, donc vous aurez votre propre petit meeple que vous allez brinque-baller, que vous allez trimballer un petit peu dans différents emplacements de la vallée de l'érable, avec à chaque emplacement bien évidemment des actions différentes que vous pourrez accomplir pour aller organiser la fête du début de l'automne, si je ne me trompe pas, dans la vallée des érables. Et en fait, à chaque emplacement, vous aurez différentes actions disponibles, et c'est là qu'interviendra aussi cet aspect de set collection, puisque vous aurez à cœur de collecter différentes ressources que vous apercevez d'ailleurs ici, toutes, avec une version deluxifiée très très belle, des éléments en bois avec du screen print par-dessus, donc c'est un matériel de très bonne qualité. Et puis vous pourrez aussi aller, entre guillemets, embaucher des amis que vous voyez ici,
qui vous permettront d'aller bénéficier de certaines actions complémentaires pour faciliter la suite de la partie. Et puis également, vous le voyez en haut à gauche des cartes d'amis qui sont ici, eh bien, ils vous permettront d'aller parcourir comment dirais-je, des chemins de traverse, on va dire, différents les uns des autres. Puisque vous le voyez un peu sur la map ici, on a des routes en bleu, donc plutôt aquifères, on va dire, des routes en vert qui passent à travers les bois, des routes en marron qui passent à travers les montagnes, par exemple, et du coup, vous n'aurez pas forcément accès à toutes ces routes à tout moment de la partie. Il faudra être accompagné par un personnage qui vous permet d'emprunter ces routes-là, justement. Donc ça, c'est intéressant de ce point de vue-là. Il y aura aussi un petit peu d'amélioration de personnages via des petites cartes que vous voyez ici, qui vous permettront là encore de bénéficier de certains petits bonus pour faciliter un peu votre progression. Donc ça, c'est intéressant sur le papier. Là, encore une fois, Matago est à la version francophone, donc ça, c'est plutôt bon signe également. Il y a quand même pas mal de versions déjà disponibles, donc on est sur un jeu relativement attendu vraisemblablement. En plus de ça, bon, c'est vrai que le précédent opus dans le même univers avait fait un gros succès, donc c'était couru d'avance, hein, c'est sûr. Et il y a une très belle direction artistique propre à l'univers de KTBG, donc Kids Table Board Gaming, pardon. Toujours très joli, avec une belle DA, un beau matériel, en tout cas pour ce qui est l'édition Deluxe, puisque c'est l'occasion dans cette campagne Kickstarter de mettre la main sur l'édition Deluxe, puisque si ce n'est pas quelque chose qui vous intéresse particulièrement, autant attendre la sortie en boutique, vous n'aurez pas à payer de frais de port. Et puis ce sera, c'est vrai, une version un petit peu moins qualitative en termes de composants, mais ce sera aussi un petit peu moins cher. Pourquoi backer du coup pendant le Kickstarter? Parce que vous aurez des exclusivités. Par exemple, les Game Trays, donc l'insert Game Trays en plastique pour organiser, pour ranger votre jeu, c'est vraiment de la deluxification, comment dirais-je, avec un vrai sens, dans le sens où c'est plus simple d'aller simplement mettre le jeu sur la table, le ranger, le sortir de manière générale, et c'est pas simplement des composants deluxifiés pour le coup, c'est vraiment très pratico-pratique. Et au-delà de ça, on a aussi tous les composants qui seront disponibles en bois avec du screen print, donc avec la surimpression que vous voyez ici, contrairement aux jetons de carton qui seront disponibles dans les boutiques certainement. Qu'y a-t-il dans la boîte? Le plateau, les tokens que vous voyez ici, ensuite les cartes dans tous les sens avec des cartes qui auront différentes fonctions, hein, les cartes de mission, les cartes ici de marché, oui, parce que vous pourrez échanger certaines ressources contre d'autres par exemple, les cartes de faveur, les cartes d'amis, les cartes ici de patch qui vont vous accompagner tout le long de la partie pour améliorer certaines actions par exemple, et puis donc pour l'édition Kickstarter uniquement, les tokens ici de ressources en bois avec le screen print. Ensuite, les critters, donc les petites créatures que vous pourrez incarner dans le jeu, eux aussi avec du screen print, c'est très classe, ils sont très très mignons. Ensuite, on va avoir aussi le petit marqueur de joueurs, il y en aura 50, donc du coup 10 par joueur, parce qu'il y a 5 joueurs autour de la table, et puis donc le fameux Game Trays, donc pour aller, comment dirais-je, organiser votre jeu. Et ensuite, les pledges, on a donc le pledge de base qui n'est pas présenté directement, parce qu'en fait on passe directement au add-on, mais pour ce qui est du jeu de base, vous allez voir directement ici, c'est à 72$ canadiens. Ne vous laissez pas surprendre par le dollar canadien, c'est beaucoup moins cher que le dollar américain. Donc c'est du 54$ américains, donc environ 53, 52 euros en fonction du taux de change actuel. Donc 54$ pour le jeu de base sur Maple Valley. Ensuite, pour ceux qui voudraient un exemplaire supplémentaire des Woodbits, donc des petites ressources en bois, c'est possible, je vois pas très bien l'intérêt, mais bon, c'est un set supplémentaire pour avoir encore plus de ressources. Je pense pas que ce soit vraiment une nécessité, mais bon, après tout, si vous êtes vraiment très fan de ces petits tokens en bois, pourquoi pas, mais c'est 19$ pour 180 tokens. Ensuite, pour ceux qui auraient raté la campagne de Creature Come First à l'époque, vous pouvez encore mettre la main sur un pledge de ce jeu d'origine, donc à 60$. Je sais pas pour le coup si ce sera disponible en version francophone, pour le coup, donc ça c'est à vérifier. Peut-être, mais sinon au pire je pense qu'il est encore disponible en version française en boutique, donc bon, vous affolez pas, vous pouvez le prendre certainement demain chez votre ludicaire du coin. Ensuite, même chose que tout à l'heure, donc les meeples, enfin pas les meeples mais des tokens en bois avec screen print pour Creature Comforts, 19$ également. Ensuite, 2 mini extensions pour Creature Comforts qui étaient sorties dans la première campagne à 3,75$, donc c'est vraiment très peu cher. Et puis également la Dice Tower Promos, donc oui c'est des petites cartes de promotion qui sont sponsorisées par la chaîne YouTube Dice Tower pour 1,50$. Bon c'est pas diablement
intéressant non plus. Ensuite, les stretch goals, on passe rapidement, c'est plutôt l'affaire du suivi du menu crowdfunding. On passe également sur le how to play parce que on reste sur une mention honorable. J'ai moi-même voté pour ce jeu-là cette semaine, donc en gros j'aurais dû le mettre dans les gros projets de la semaine, mais même moi j'ai voté histoire de voter, et parce que sur le site que j'utilise pour le sondage, si vous ne votez pas, vous ne pouvez pas voir les résultats, donc j'ai voté aussi pour lui pour ça, parce que c'est malgré tout le jeu qui m'intéressait le plus au final, mais quand même. Donc c'est pas nécessaire de le placer en gros projet de la semaine, d'autant plus qu'on le retrouvera en boutique par la suite quoi qu'il arrive. Donc on passe sur le how to play, mais je l'ai déjà expliqué un petit peu tout à l'heure. Donc déplacement d'ouvriers, collection de ressources, et puis, comment dirais-je, mission à aller accomplir, amélioration de personnages, etc., etc. Donc, pour ce qui est des frais de port, disais-je, c'est ici que ça se passe, et c'est écrit très 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 petit. Mais bon, c'est pas grave. Pour la Belgique et la France, ainsi que le Luxembourg également pour ce qui est de la francophonie, on est à 9$ américains pour Maple Valley. Donc c'est vraiment très 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 abordable en termes de frais de port. 13$ si vous prenez Maple Valley plus Creature Comforts, donc le jeu d'origine, plus ensuite 4$ pour chaque copie additionnelle. Donc c'est le moment ou jamais de faire du pledge groupé. Ensuite, pour nos autres amis francophones, on a ici la Suisse par exemple avec 13, 17 ou 4$ américains. Ensuite, pour ce qui est du Canada, 19, 23, 4, un petit peu plus cher, un petit peu moins intéressant, alors que pourtant c'est une compagnie canadienne, donc pour le coup c'est un petit peu dommage quand même. Pour nous qui sommes au Japon, c'est du 27, 38, 11. C'est un petit peu chéro quand même de frais de port pour un jeu de cet acabit, mais bon, après tout, ce sont les prix, et puis nous, on n'a pas de TVA au Japon. Mais bon. Ensuite, pour ce qui est de la TVA sera ajoutée dans le Pledge Manager, donc ça aussi, prenez-le en compte, ce sera un petit billet supplémentaire à sortir lorsque le Pledge Manager sera en cours. Et ma foi, c'est à peu près tout pour ce qui est de Creature Comforts, un joli petit projet que j'aimerais bien à terme tester un jour, tout comme son aîné Creature Comforts, mais de là à aller le baquer, peut-être pas quand même. Pour l'instant, 2800 contributeurs, 160 000 € d'engrangés, il reste 3 semaines avant la fin de la campagne. On continue avec un très très bref segment de la vidéo sur GameFound pour Glory and Empire First Victories, Wellington vs Napoleon. Donc c'est un titre un petit peu à rallonge, oui désolé, mais c'est comme ça, que voulez-vous. C'est un nouveau projet de Lock and Load Publishing, je ne sais pas du tout d'où ils sont pour le coup, mais c'est normal, et c'est aussi la raison pour laquelle ce segment de la vidéo va être très très court. Vous le savez si vous êtes un habitué de la chaîne, je suis vraiment pas du tout connaisseur de Wargame, et pour le coup c'est un Wargame, donc ça va être rapide, parce que je n'y connais pas grand chose. C'est donc pour 1 à 2 joueurs, donc jouable solo malgré tout, pour 1 à 3 heures, ça dépend des scénarios, donc là c'est écrit 2 heures, mais en fait c'est 1 à 3 heures selon le scénario que vous allez choisir. Pour donner plus, c'est un jeu donc historique, bien évidemment, vous l'aurez compris, de guerre solo ou de joueurs dans, en fait ça vous place directement dans les guerres napoléoniennes, et comme souvent, malheureusement selon moi, mais c'est pas un problème pour le public de niche qu'est le public des wargamers on va dire, c'est visuellement pas fantastique, moi ça me vend pas du rêve. Voilà, je vais le ressortir comme chaque semaine, hein, mais ça me met pas la tulipe à 90 degrés, voilà, pour être tout à fait honnête. Après, est-ce que j'aimerais bien le tester un jour, un jeu de ce type-là? Oui, pas celui-ci en particulier, mais je sais qu'il y a quand même pas mal de jeux qui font un peu le pont maintenant entre jeux de société plus traditionnels et jeux de wargaming, donc jeux de guerre. Il y a souvent des entre-deux, comme on l'a vu récemment, notamment avec Trench Club Legacy sur Kickstarter d'ailleurs. Donc ce genre de jeu-là, oui. Mais Glory and Empire, pour moi, ça fait quand même très 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 aride, et ça me donne pas tellement envie, même si c'est certainement très très sympa. Et en plus, vous les voyez, les cartes sont pas très jolies non plus, donc bon, c'est pas trop mon truc. Quoi qu'il en soit, c'est un niveau de pledge de base à 100$ pour le Frontline Battalion, alors que je trouve aussi très très dommage que souvent les jeux de guerre sont quand même très très chers. C'est peut-être aussi du fait que c'est un jeu de niche, mais pour le contenu en termes de matériel, 100$, si c'était le cas pour un jeu de société plus traditionnel, on sera tous à se dire quoi, 100$ pour ça, et on aurait raison. Et pour le coup, pour un wargame, je sais pas, ça passe apparemment. Donc 100$ pour un jeu qui, pour l'instant, malgré ce prix assez cher pour un jeu de ce contenu matériel, a quand même 283 backers à 25 jours de la fin de la campagne, donc ça commence plutôt pas mal, et 30 951$ d'engrangés, donc bon, c'est financé assez largement, et ça mène sa barque tranquillement. Ensuite, je passe, puisque le gameplay, j'y connais rien en jeu de guerre, bon, vous aurez donc des bataillons, de la cavalerie, des régiments d'infanterie, etc., à déplacer et à guerroyer face à vos adversaires, français ou anglais, à vous de choisir.
Ensuite, ouais, c'est toujours aussi moche les jeux de guerre quand même, mais bon, hein, c'est inutilement méchant, mais je le dis quand même. Tabletop Simulator pour ceux qui voudraient éventuellement le tester, donc c'est disponible sur TTS éventuellement, mais malheureusement pas de version francophone, malgré que ce soit un jeu sur Napoléon, même si c'est Napoléon contre Wellington, mais quand même, c'est un petit peu dommage. Et pour ce qui est des frais de port, on est sur du 30 à 35 $ pour le Canada, assez cher, 25 à 35 pour l'Union Européenne, assez cher aussi, mais bon, le jeu coûte lui-même très très cher après tout. Et pour nous au Japon, en Asie, 35 à 65, ça dépend du pays j'imagine, mais ça fait quand même assez cher aussi. Pour ce qui est de la TVA, ce sera aussi à ajouter dans le Pledge Manager, donc un petit bifton supplémentaire, voire même 2 biftons supplémentaires, parce que à 100 $ le Pledge, ça vous fera certainement du coup 20 € de plus à sortir dans le Pledge Manager. Donc voilà, vraiment pour un public de fans invétérés de Wargaming éventuellement. Je ne sais pas si vous êtes très nombreux parmi les spectateurs de la chaîne, mais ça pourrait vous intéresser éventuellement. Voilà pour Glory and Empire, First Victories, Wellington vs Napoleon. Pas facile à dire en un seul souffle. Bon, celui-ci, pour le coup, ne s'est pas lancé aujourd'hui, mais bel et bien le 15 novembre dernier, donc il y a 3 jours au moment où j'enregistre cette vidéo, et pourtant ça démarre un petit peu difficilement pour Project Earth Rise, qui était pourtant annoncé depuis plusieurs mois. Pour l'instant, 130 contributeurs, 7320 € d'engrangés sur 19 700, donc on est quand même assez loin du seuil de financement. On est un peu plus d'un tiers quand même du seuil de financement, c'est pas rien, mais bon, à 26 jours de la fin de la campagne, il reste du temps, certes, mais c'est vrai que quand on finit une première semaine de campagne avec moins de la moitié, voire même moins des 3/4 du seuil de financement, c'est que c'est généralement pas un super bon signe. Mais bon, en même temps, c'est un premier projet sur Kickstarter pour James Baker, qui est à la tête donc de Project Earth Rise. Je crois qu'il n'y a pas spécialement encore de nom de l'éditeur en question, apparemment. Ah si, c'est peut-être Flipside que l'on voit ici, j'ai l'impression. Donc c'est un projet canadien dans un univers science-fiction, dans l'espace. On va chercher en fait à, comment dirais-je, sauver ce qui peut encore être sauvé de l'humanité, puisque la planète simplement va dépérir dans les années à venir, et on va chercher à construire un énorme vaisseau pour partir à la conquête d'une planète viable pour accueillir ce qui reste de l'humanité. C'est un jeu coopératif pour 1 à 4 joueurs, pour des parties assez longues, entre 90 et 150 minutes environ, donc 1h30, 2h30 environ. C'est aussi jouable en solo, bien évidemment, et ça mélange différents mécanismes, comme du worker placement, donc du placement d'ouvriers, du push luck, donc je sais pas comment traduire ça en français, mais donc pousser sa chance, ou en gros, jusqu'à la rupture malheureuse, et puis également du dice placement, donc du placement de dés. On va chercher à les allouer, non, c'est allocate en anglais, excuse-moi, c'est du placement de dés en fonction du résultat, on va les poser sur tel ou tel emplacement pour réussir à obtenir certains résultats souhaités. Voilà, donc un mélange de différents mécanismes qui ont l'air d'être plutôt bien incorporés, mais après, au-delà de ça, c'est pas terriblement sexy, visuellement parlant, et au-delà de ça, vous aurez aussi pour chacun des personnages, enfin chacune des personnes autour de la table, différents personnages qui auront leur propre spécificité avec des arbres de technologie, donc différents embranchements vers lesquels vous pourrez vous orienter pour essayer d'aller fluidifier, simplifier la progression de votre partie. Voilà, ça présente pas mal sur la table, c'est pas vilain, mais c'est pas extraordinaire non plus. Reste à voir ce que ça peut donner en termes de gameplay. Pour l'instant, c'est un petit peu difficile à savoir, puisqu'il y a quand même assez peu de tests mis en avant, peu de reviews mis en avant durant la campagne, mais ça n'a pas l'air plus mauvais qu'un autre. À voir. Pour le coup, je ne pourrais pas vous en dire beaucoup plus que ça. Le matériel est pas vilain, même si encore une fois la DA est assez, disons, minimaliste, quoi. On va essayer de passer directement au niveau de pledge. Sachez également quand même que Tabletop Simulator ou Tabletopia sont des options pour vous pour éventuellement tester le jeu avant de songer à le backer par exemple. Le shipping, on arrive tout de suite dessus, donc ça veut dire que j'ai raté le niveau de pledge, mais c'est pas grave, on va le retrouver ici, il n'y en a qu'un seul de toute façon. C'est un niveau de pledge à 65 €. Donc encore une fois, attention aux dollars, ce sont des dollars canadiens, donc regardez plutôt la petite somme qui se retrouve juste en dessous ici. 65 € pour Project Earth Rise, avec un matériel assez comment dire, épais si on s'en réfère à cette petite liste ici, mais en fait c'est juste qu'il y a tout le contenu, donc même toutes les cartes, les dés, etc. Donc en vrai c'est juste un jeu, il n'y a pas d'extension ni quoi que ce soit, c'est un niveau de pledge et c'est marre, et c'est pas plus mal. J'apprécie quand même les campagnes qui ont un seul ou deux ou trois niveaux de pledge maximum. Sinon, c'est un peu le bordel généralement. Quoi qu'il en soit, pour la TVA, pas pour la TVA, mais pour les frais de port, excusez-moi. J'ai vu le mot VAT, du coup, j'ai pensé directement à la TVA. La TVA sera ajoutée dans le Pledge Manager, donc sachez-le,
Comme ça c'est dit. Et ensuite pour ce qui est des frais de port pour le coup, le Canada 26$, là encore une fois c'est assez incompréhensible comme c'était le cas tout à l'heure pour Maple Valley, puisque ce sont deux projets canadiens et qui font payer cheros les Canadiens pour les frais de port. C'est quand même assez étrange comme pratique, mais bon pourquoi pas. 26$ pour les Canadiens, ensuite pour l'Union Européenne 19$. Sachant que ça dépend des pays de l'Union Européenne dans lesquels vous vivez, parce que c'est 19$ pour la partie 1 et 33$ pour la partie 2. Donc attention, si vous vivez dans les pays qui sont écrits en bas ici, donc comme par exemple la Suisse, qui n'est pourtant pas dans l'UE, mais bon c'est dans l'Europe on va dire, 33$, ça fait quand même assez mal. Par contre si vous êtes en France ou en Belgique par exemple, ce sera du 19$, ce qui est plus abordable. Et pour nous qui sommes en Asie, zone 2, 27$, donc un petit peu moins cher que pour les Suisses, mais quand même un petit peu plus cher que chez vous. Et ma foi, c'est à peu près tout pour Project EOS Rise, un jeu en sandbox, en bac à sable, dans lequel vous pourrez faire ce que vous voulez, pour 1 à 4 joueurs, 130 contributeurs, 7300€ d'engrangés pour l'instant, 26 jours avant la fin de la campagne, mais ça sent un petit peu le sapin, voire même la cagette. Autre jeu qui se prend une grosse patate de forain au niveau de la jugulaire, Rebuild Refuge Zombie Apocalypse, malgré une ribambelle de langage disponible si l'on en croit ces petits logos ici. J'ai un petit peu de mal à y croire parce qu'il s'agit d'un projet de Hong Kong qui n'aura vraisemblablement pas beaucoup de succès, actuellement 50 contributeurs seulement, mais en même temps ils nous ont foutu une campagne de 44 jours les mecs, 2700€ d'engrangés pour l'instant sur 37 000, donc on est très loin de financer, mais bon, on sait jamais, 44 jours c'est long, généralement c'est pas forcément une durée de campagne souhaitable, c'est pas forcément idéal, ça a plus moyen de lasser qu'autre chose en réalité. Mais bon, il tente le coup, c'est visuellement pas folichon, mais bon, après tout, ça peut faire le job. On est sur un jeu qui, comment dirais-je, c'est un jeu de semi-collaboration où on va essayer de construire son propre refuge dans un univers peuplé de zombies. Et le truc, c'est que on va travailler ensemble pour améliorer des refuges, en essayant d'en s'entraider parfois, mais au final, il y a un seul refuge qui, je crois, va en réchapper au final. Et donc, il y aura aussi des petits coups de... Voilà, vous aurez compris, dans le dos, des petits coups de traître en gros, et il faudra se trouver sur le bon refuge au bon moment pour pouvoir espérer l'emporter en fin de partie. Voilà, pour le reste, on est sur une direction artistique qui fait très manga, c'est jouable pour 1 à 10 joueurs pour des parties de 30 minutes, donc c'est relativement court, et ça se joue à partir de 13 ans et plus, parce que la thématique est quand même plus avec des zombies, donc c'est un petit peu gore, même si la direction artistique fait quand même beaucoup penser à du manga. Vous le voyez, ceci dit, il n'y a quasiment pas de texte sur les cartes, il y a juste un petit titre anglais, et ainsi c'est de l'iconographie, donc effectivement, il s'agit essentiellement de traduire les règles et éventuellement de pondre un petit PDF, et c'est fini. Il y a un petit peu de texte sur les fiches de joueurs que l'on voit ici. Est-ce que ce sera traduit physiquement, ou est-ce qu'il faudra encore un PDF avec des explications ? Je sais pas, mais c'est pas un jeu qui consiste en beaucoup de texte, donc ça reste jouable même si vous n'êtes pas anglophone. Si vous avez un PDF en français bien foutu, ça devrait pouvoir suffire effectivement. Mais bon, pour l'instant, c'est très loin de pouvoir financer. À vous de voir si vous êtes partant pour un énième jeu dans un univers post-apocalyptique avec des zombies, avec des personnages légèrement asymétriques si j'ai bien compris, un petit peu de semi-coopération, le tout dans un univers pas folichon en termes de DA, en tout cas pour les plateaux de bâtiments, parce qu'il y en aura 5 en gros. Bon, les cartes sont un petit peu plus jolies, certes, mais faut aimer, quoi. C'est un style un petit peu manga qui est pas forcément très inspiré. Pour ce qui est des niveaux de pledge, on en a un ici dont je vois pas... Si c'est ça le prix, ouais, 19$, ok. 19$ pour le pledge de base, le Survivor Pledge, que j'ai très mal prononcé pour le coup. Survivor Pledge, 19$, donc pour le contenu que vous voyez ici. Alors ça présente beaucoup moins bien que ce qu'on a vu précédemment en haut de la campagne, mais ce pledge là sera aussi disponible plus bas. On a ici le Identity Pledge, un peu plus classieux, avec un plateau un petit peu mieux réalisé. Le tout pour 34$, je crois que c'est un peu le seul changement que je peux y voir d'ailleurs. Peut-être qu'on a des personnages plus nombreux. Ici, on voit même pas les personnages. Bon, je sais pas. Ah si, c'est des petites tuiles que l'on voit ici. Ok. Donc peut-être que là, c'est remplacé par des cartes à proprement parler. J'ai l'impression que les tuiles, ils sont aussi. Peut-être qu'il faut effectivement le Identity Pledge pour avoir les cartes d'identité qui sont ici, j'imagine, 21 cartes. Donc il faut ajouter un petit peu plus de thunes pour aller enrichir le jeu d'un degré un petit peu d'asymétrie, j'ai l'impression. Vous aurez compris que j'ai pas fouillé plus que ça dans le jeu, ce qui m'intéresse pas outre mesure. Ensuite, on a un pledge Wasteland à 49$, où là, on va avoir donc ces petits éléments de carton qui vont remplacer les bâtiments, les petits refuges qu'on va construire. Donc là, c'est vrai qu'en termes d'immersion, ça apporte un petit plus, et ça reste relativement abordable pour 49$.
Et puis on a enfin un petit Origin Zombie Pledge pour tout ce qui a été vu précédemment. Plus quoi, du coup, on a aussi des petits trucs en acrylique, voilà, des petits standees en acrylique apparemment, ainsi que des cartes de Brutality Horror, donc je sais pas très bien à quoi ça correspond, mais des cartes visiblement pas très amicales, des petits trackers également, enfin bref, des petits ajouts de laxification également par-ci par-là, pour 64$. Je pensais que c'était le dernier, mais en fait carrément pas. Il y a aussi le ZD Pledge pour 79$ qui vient ajouter encore plus de standees et d'autres trucs par-ci par-là. Voilà, ce coup-ci c'est à peu près fini je crois. On a aussi la possibilité de jouer au jeu sur PC ou sur application également. Donc pourquoi pas, éventuellement, vous pouvez scanner le petit QR code que vous voyez ici pour éventuellement vous faire la main et voir si le jeu pourrait vous plaire et vous séduire. Ensuite, pour ce qui est du shipping, pour la France, on a un encart spécifique à la France. 14$ pour les frais de port du base game ou 14$ également pour le ZD Pledge, donc quel que soit le niveau de pledge, ce sera donc 14$ de frais de port pour la France. 32 pour le Canada, par contre, là ça pique un petit peu par contre. Pour le reste de l'Union Européenne, c'est 22$, donc je sais pas vraiment pourquoi la France a un petit tarif préférentiel, tout comme l'Allemagne, ceci dit. Et puis ensuite, pour nous qui sommes en Asie, donc juste à côté du créateur, pourtant, hein, c'est 28$ de frais de port, donc ça pique un petit peu. Et ma foi, c'est à peu près tout, je crois, pour Rebuild Refuge Zombie Apocalypse, le premier projet de Board Game Monster, nouvel éditeur en provenance de Hong Kong. Mais bon, pour l'instant, vous le voyez, là encore, un projet qui se porte pas très bien, et en même temps, que voulez-vous, dans un monde de zombies, on se porte pas très bien en règle générale. Mais en général, par contre, les jeux de zombies sont un peu plus porteurs, mais peut-être que les gens se lassent un petit peu aussi. Et pour le coup, c'était la dernière mention honorable de la semaine. Il nous restera donc deux gros projets de la semaine, les projets phares de la semaine, à savoir Heroes of Might and Magic 3 et Werewolf The Apocalypse Retaliation. C'est parti! On se lance désormais dans les gros projets de la semaine avec Heroes of Might and Magic 3. Il était forcément très attendu et le résultat l'est tout autant, 1 800 000 € pour l'instant avec 12 750 contributeurs. 10 jours avant la fin de la campagne, c'était évidemment couru d'avance, on allait avoir un gros score et c'est ce qui s'est passé. En plus de ça, on a la chance d'avoir une version francophone disponible durant la campagne, donc il n'y a pas de raison de ne pas s'y intéresser, sauf évidemment si vous n'êtes pas intéressé par ce type de jeu et que ce n'est pas forcément friand de l'univers proposé par Heroes of Might and Magic 3. Pour ma part, bon c'est vrai que c'est un jeu légendaire sur PC, auquel je n'ai jamais touché pour le coup. Je sais que Xavier lui est très fan, ce qui ne veut pas dire forcément qu'il est intéressé par le pledge de ce jeu de plateau, donc parce qu'il a déjà Euthia, il a déjà Mage Knight, qui ne sont pas forcément les jeux exactement identiques à ce que peut proposer ici Heroes of Might and Magic, mais il y a quand même pas mal de petites similitudes par-ci par-là qui font que, selon lui, ça ne justifie pas forcément un pledge, d'autant plus que c'est forcément pas très donné non plus. Alors, je vais pas prendre trop de temps finalement sur celui-ci, parce que pour ceux qui connaissent Heroes of Might and Magic 3, le jeu vidéo, ça reprend plus ou moins le même univers, c'est même pas d'ailleurs plus ou moins, ça prend totalement l'univers de Heroes of Might and Magic, les personnages que vous connaîtrez si vous êtes un petit peu fidèle à l'univers de ce jeu vidéo d'origine. Et puis même au niveau des mécanismes mis en jeu, et bien évidemment on va retrouver la construction de son château, en gros de sa ville, de son village, et puis le développement de son propre personnage, de sa propre faction. Le tout est pour 1 à 4 joueurs, donc jouable largement en solo, mais également jusqu'à 4 joueurs, pour des parties d'environ 120 minutes, donc relativement long, mais bon, c'est pas non plus exagéré, 2 heures de partie, bon, ça reste relativement classique pour ce genre de jeu-là. Ensuite, je le rappelle encore une fois, parce qu'il est toujours bon de le noter à de multiples reprises pour être sûr, mais la langue française sera disponible durant le Pledge Manager, donc vous aurez tout soin de choisir votre langue et donc la langue francophone pour cette campagne. Ensuite, pour ce qui est du reste, eh bien, je vous le disais tout à l'heure, ça reprend vraiment trait pour trait l'univers du jeu vidéo, avec beaucoup d'exploration, avec aussi une phase de construction et de développement de votre propre ville. Vous aurez chacun une faction différente qui vous permettra d'aller effectuer des actions différentes et asymétriques, bien évidemment, en cherchant à se développer pour rendre sa faction de plus en plus puissante, bien évidemment. Et puis, il y aura aussi des phases de conquête, de combat, dirais-je, de bataille, pour savoir lequel d'entre vous autour de la table sera le plus puissant, bien évidemment, pour remporter la partie au final. Donc, pour résumer, on va choisir sa faction va largement orienter son style de jeu
durant la partie bien évidemment, parce que chacune des factions aura ses propres spécificités. Ensuite, on va explorer la map en retournant certaines tuiles, un peu comme dans beaucoup de jeux RPG Lone Crawler de ce genre. Sur ces tuiles retournées, on va découvrir notamment des mines qui nous permettront d'aller extraire des minerais qui nous permettront là encore de développer notre ville plus avant. Ensuite, on aura donc cette ville que l'on va chercher à développer en allant, bien évidemment, construire des bâtiments qui nous permettront eux aussi d'obtenir de certains bonus, certaines ressources complémentaires, etc. pour nous développer encore plus, bien entendu. Ensuite, on aura la construction de personnages, parce que votre leader de faction va venir lui aussi, s'enrichir de différentes cartes que l'on voit ici, des sorts notamment, ou encore des alliés, etc., pour le rendre de plus en plus puissant. Ensuite, on va donc chercher à rassembler une armée au fur et à mesure que la partie se déroule, pour ensuite se mettre sur la tronche, avec ici le Dominate the Battlefield. On aura donc un plateau, spécifiquement conçu pour les batailles rangées, comme ça, entre différentes factions. Et puis voilà, à la fin, le but ultime, bien évidemment, c'est de l'emporter sur tous les autres joueurs autour de la table. Ensuite, on va explorer un petit peu les différents niveaux de pledge. Ici, vous avez le core game, donc le jeu de base, celui qu'on retrouvera vraisemblablement en boutique, avec donc 20 tuiles de cartes que vous allez découvrir donc, dans le monde de Heroes of Might and Magic, le monde de Erasia apparemment. Ensuite, 6 miniatures pour les 3 factions en présence. Pour le pledge Azur, donc un pledge un petit peu deluxifié, on va dire, il y aura plus de miniatures, plus de contenu tout simplement, avec les miniatures que vous apercevez ici, pour chacune des factions. Ici par exemple Castle, donc une des factions, la faction Dungeon, la faction Necropolis. Ensuite, vous aurez des cartes de héros qui seront double phase, donc à vous de choisir laquelle vous convient le mieux, tout simplement. Ensuite, des cartes d'unité, des cartes d'artefacts, d'habilités, de compétences, de sorts, etc., que vous pourrez utiliser au fur et à mesure après les avoir obtenus, bien évidemment. Ensuite, des tokens pour tout ce qui est points de dégâts, or en votre possession, etc., ressources et compagnie. Les plateaux de ville que vous pourrez aller construire, et vous voyez qu'il y a déjà un petit peu de double épaisseur, puisqu'en fait vous aurez à cœur d'aller ajouter ces petites tuiles que vous voyez ici par-dessus le paysage que vous avez déjà en arrière-plan au début de votre partie. Donc il faudra ajouter de nouvelles tuiles pour enrichir de plus en plus et étendre votre influence sur la région et votre village par la même occasion. Ensuite, le marqueur de tour, les cubes dans tous les sens pour tout ce qui est ressources bien évidemment, et puis des dés pour les ressources, mais également pour les combats ou encore les trésors. Ensuite, le jeu vient s'accompagner durant cette campagne par pas mal d'extensions qui vont rajouter de nouvelles factions d'ailleurs, et puis un peu plus de contenu également. On commence ici par la Battlefield Expansion, une extension qui va vous permettre d'avoir un deck d'adventure, donc un deck d'aventure pour aller enrichir encore un peu plus le gameplay, mais également une nouvelle faction si je me souviens bien, à moins que je ne me sois un petit peu avancé. Oui, c'est pas cette extension là qui permet d'avoir une nouvelle extension, enfin une nouvelle faction, c'en a une autre par derrière par la suite. De nouvelles cartes d'aventure, de nouvelles cartes de morale, un grand plateau central pour les batailles entre les différentes factions, qui pourra aussi se doter de certains obstacles qui viendront, j'imagine, encombrer un petit peu le champ de bataille et qui viendront un petit peu modifier le cours de la partie du coup. Ensuite, un livret de missions également. Ensuite, on a l'extension Rampart qui, elle, du coup, vient ajouter une nouvelle faction avec ces miniatures que vous apercevez ici. Toujours très très classe, d'ailleurs, il est bon de le noter. Pour toutes les factions, d'ailleurs, les miniatures sont plutôt détaillées, plutôt classe. Donc la nouvelle tuile disponible durant la partie grâce à cette extension Rampart, au-delà de cette nouvelle faction des remparts, avec de nouvelles cartes de héros, bien évidemment, de nouvelles cartes d'unité, etc. Ensuite, on a l'extension Fortress également, même chose, nouvelle tuile de lieu, nouvelle miniature avec leur nouvelle faction, la faction Fortress, avec un dragon, enfin une sorte de hydre à 5 têtes, j'ai l'impression, et tout un tas de soldats, si c'est pas vraiment des soldats, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire par là. Les cartes qui vont avec, bien évidemment, pour la faction en question. Ensuite, on va aller voir les différents niveaux de frais de port notamment, mais d'abord, sachez qu'il y a une version une française, et donc il y a aussi une vidéo en français pour le coup, pour présenter la campagne. Il s'agit de Higgy TV, qui est plus spécialisé sur les jeux avec des miniatures pour le coup, et c'est lui qui s'occupe de la couverture un peu exclusive, je crois, du jeu dans la sphère francophone. Ensuite, donc les no pledge, pour résumer, on a donc le pledge basique avec le jeu de base, plus bien évidemment tous les stretch goals et également l'extension Tower fournie dans le pledge de base à 75 €.
Ensuite, vous avez le pledge Azure pour exactement la même chose, mais avec de la délaxification, avec des miniatures en plus, tout ça pour 119 €. Ensuite, vous avez le pledge The Grail, 170 € si j'arrondis un petit peu, pour ce qu'on a vu tout à l'heure, ainsi que les 3 extensions que j'ai mentionnées tout à l'heure. Et ensuite, à 199 €, vous avez la même chose, avec en plus de ça un artbook, pour ceux qui sont fans du lore et du jeu vidéo d'origine, j'imagine, ainsi que des posters, parce qu'il y a un S, donc semble-t-il, au pluriel. Ensuite, vous avez add-on, vous pourrez choisir un petit peu à la carte les différentes extensions qui vous intéressent, bien évidemment. Et puis ensuite, on va se diriger tranquillement, mais sûrement, vers les frais de port. Alors, les frais de port, qu'en est-il ? C'est ici que ça se passe pour le coup. Alors Canada 27, 32, 36, 41 en fonction du niveau de pledge que vous allez choisir bien évidemment. Pour l'Europe, eh bien allez regarder un petit peu plus bas ici pour voir dans quelle zone de l'Europe vous vous situez. Pour ce qui est de la France notamment, il faudra se référer au Europe Middle, ok. Donc ce serait 16, 16, 16, 18. Donc c'est vraiment très abordable en termes de frais de port pour la France, c'est plutôt agréable. Ensuite, Rest of Europe, ça devrait être Europe Upper apparemment, puisque le reste c'est Allemagne, République tchèque, Lituanie et République slovaque, enfin Slovaquie quoi en gros. Donc a priori pour la Belgique par exemple, ou le Luxembourg, ça devrait être 25, 25, 30, 31. Peut-être également pour la Suisse, à vérifier, parce que je ne vois pas la Suisse, donc a priori devrait être dans le Europe Upper j'imagine. Et pour nous qui sommes dans le Rest of the World, pour le coup, 40, 47, 62, 74, là par contre ça pique méchamment. Et du coup, à part ça, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus ? Oui, peut-être la timetable, donc ça devrait être théoriquement livré, attention, pas pour juillet 2023, mais juillet 2024. Donc il va falloir s'armer de patience, puisque vous aurez environ 2 ans d'attente, puisqu'il y aura certainement 3, 4, 5, 6 mois de retard également. Donc prenez votre mal en patience, si vous êtes très très fan de Heroes of Might and Magic, au pire, à défaut, eh bien, ressortez le jeu PC pour patienter tranquillement. Mais voilà pour Heroes of Might and Magic, énorme succès bien évidemment, 12 760 contributeurs pour l'instant, c'est une mécanique de précision, c'était garanti, on savait que ça allait marcher très très fort. C'est un jeu qui va certainement aller chercher pas loin de 3 millions d'euros d'ici la fin de la campagne, et certainement pas très loin de 20 000 contributeurs non plus. Voilà pour Heroes of Might and Magic 3, la version jeu de plateau. Vous me direz ce que vous en pensez, êtes-vous fan du jeu d'origine ou non, et comptez-vous backer celui-ci éventuellement pour revivre vos meilleures heures du jeu de société version du coup jeu vidéo à l'origine. On enchaîne et on termine pour le coup, puisqu'il n'y a que 2 projets phares cette semaine, par Werewolf The Apocalypse Retaliation. Encore un titre à rallonge, pour 1 à 4 joueurs, c'est un jeu, disons, de dungeon crawler, un petit peu façon RPG, pour 1 à 4 joueurs en collaboration, qui pour l'instant a accueilli pas moins de 3045 contributeurs, et déjà a dépassé le demi-million d'euros. Donc le projet est très largement financé, à 12 jours de la fin de sa campagne. C'est un projet qui nous vient de Montréal et de Flyos Games, que vous connaissez peut-être. Gary Paytre, vous connaissez aussi, on l'a déjà mentionné plusieurs fois sur la chaîne, notamment il y a quelques mois pour Survive Until Daylight, qui avait fait 668 contributeurs à l'époque. C'était pas extraordinaire, je pensais qu'il ferait plus, j'avais failli le backer, d'ailleurs je l'avais backé avant de annuler par la suite. On verra si je le regrette un jour. C'est vrai que j'aimerais beaucoup le tester, le tenter, même l'avoir évidemment, mais bon, il y avait une période où il y avait quand même pas mal d'autres pledges qui m'intéressaient, donc j'avais fini par annuler. C'est aussi l'éditeur derrière lequel se trouvait Vampire the Masquerade Chapters, qui avait fait un super résultat avec 6150 contributeurs à l'époque, et donc ils nous reviennent avec Werewolf The Apocalypse Retaliation, qui pour l'instant est à 3000 contributeurs, donc c'est quand même un très joli résultat là encore. On devrait d'ici la fin de la campagne certainement aller chercher un résultat assez similaire à celui de Vampires, donc environ 6000 contributeurs j'imagine. On est sur un jeu, comme je disais, en RPG avec une très forte personnalisation, puisque chacune des personnes autour de la table va sélectionner un personnage pour le coup, avec ses 3 formes, forme humaine, forme disons un petit peu canidée, qui ressemblera à un loup de base, et puis ensuite une forme plus appropriée au loup-garou, donc à mi-chemin entre l'homme et le loup pour le coup, avec bien sûr différentes spécificités pour chacune des formes, et puis vous aurez aussi des propres, des backstories, donc des arrière-plans scénaristiques propres à chacun de vos personnages en fonction de ce que vous allez choisir de tirer au début de la partie. Donc en gros à chaque partie, même avec le même personnage, vous n'aurez pas forcément les mêmes arrière-plans, les mêmes implications narratives aussi.
C'est pour 1 à 4 joueurs, j'ai déjà dit tout à l'heure, pour 18 ans et plus parce que le thème est assez mature comme disent les anglais ou les anglophones, et c'est pour 30 minutes par joueur, par scénario. On est sur une campagne assez longue avec apparemment 30 scénarios, même si vous ne jouerez pas les 30 scénarios, puisque en fait les scénarios dépendent en gros de différents embranchements selon les actions, selon les succès ou les échecs que vous allez rencontrer au cours de votre campagne globale. Certains scénarios se débloqueront et d'autres resteront finalement dissimulés pour une prochaine campagne par exemple. Ensuite, on va découvrir un petit peu ce qu'il y a dans le jeu de base que vous voyez ici. On a donc 12 miniatures, on a aussi 12 cartes de personnages, donc ceux que vous pourrez aller choisir en début de partie avec leur forme humaine, leur forme de loup et leur forme de loup-garou, avec pour chacune bien évidemment des spécificités. Ensuite, vous aurez les plateaux de personnages, justement, donc au nombre de 4, autant de joueurs autour de la table, bien évidemment, avec donc pour chaque emplacement, donc votre forme humaine, louve et loup-garou, avec bien évidemment des crans sur lesquels vous pourrez progresser au fur et à mesure de la partie, notamment les crans de dommage, donc les points de dommage que vous aurez encaissés, les points de rage qui vous permettront d'établir des actions encore plus puissantes, mais moyennant un contre-coup, disons, et puis le willpower, là pour le coup, je ne me suis pas suffisamment plongé dans la campagne pour déceler de quoi il s'agissait. Ensuite, les character sheets sur lesquels vous pourrez prendre des notes sur la progression de votre personnage, notamment, et les compétences que vous pourrez débloquer, ainsi de suite. Les cartes de combat très très classe, elles sont très joliment réalisées, 120, enfin un peu plus de 120 cartes de combat. Ensuite des petits tokens par-ci par-là. Je parlais tout à l'heure de backstory, c'est ici que ça se passe avec les tribus, mais également les hospices et les backstories que vous pourrez choisir en début de partie. Et donc ce set de 3 tuiles que vous allez prendre sur votre plateau de personnage, comme on l'a vu un petit peu plus haut ici, eh bien viendront personnaliser assez fortement votre personnage, enfin, c'est un petit peu maladroit de le dire comme ça, mais donc qui vous permettra d'avoir une expérience assez différente à chaque fois que vous jouerez au jeu, à chaque fois que vous vous lancerez dans une campagne, même si vous prenez potentiellement 2 fois le même personnage. Ensuite, les dés customisés. Ensuite, on a aussi encore plus de cartes de tribu, d'hospice et de gift pour le coup. Donc gift, ça peut avoir plusieurs sens, mais une sorte de compétence innée, j'ai l'impression. Ensuite, le plateau de cairn, donc un peu le plateau de la tribu, j'ai l'impression. Des petites tuiles, enfin des tokens de construction que vous pourrez aller ajouter ici pour bénéficier de certains bonus, on va dire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore? On a des événements randomisés, donc on aura des événements différents à chaque tour de jeu qui viendront impacter le cours de la partie. Ça aussi c'est super intéressant, ça viendra tester un petit peu votre capacité de réaction et d'adaptation aux différents événements scénaristiques qui viendront intervenir au cours de la partie. Ensuite, on a tout un tas de NPC qui, eux, n'ont pas le même traitement. On n'est pas sur des miniatures, on est sur des standees cartonnés, j'ai l'impression. Bon, c'est plutôt joli en termes de DA, certes, mais c'est vrai que, bon, je sais que certaines personnes ont un petit peu de mal à allier miniature et standees, et je peux comprendre pourquoi. C'est vrai que ça dépareille un tout petit peu, mais bon, en même temps, ça vous permet d'avoir un jeu un petit peu plus abordable en termes de finances. Ensuite, les 90 cartes de state, donc d'état, j'ai l'impression. Ensuite, les trackers de santé, les cartes de combat pour les NPC, donc les personnages non jouables. Également des cartes de stratégie, puisque vous aurez à cœur de, comment dirais-je, réussir à contrecarrer les plans de certains adversaires en vous plaçant spécifiquement autour d'eux ou au centre d'eux, etc. pour réussir à enclencher certaines cartes de stratégie et donc des effets supplémentaires pour mieux vous battre en fait simplement. Et puis donc vous aurez les 30 petits, comment dirais-je, livrets, fascicules de scénarios qui feront donc 40-60 pages apparemment et qui simplement vous permettront d'aller chercher d'autres embranchements par la suite. Rien ne dit qu'après le scénario 1, vous serez forcément orienté vers le scénario 2, ce sera peut-être le scénario 3 en fonction du résultat de la première mission, on va dire. Ensuite, avec des cartes d'items, des cartes d'effets également. Bref, vous avez vu, il y a quand même beaucoup de cartes pour aller enrichir votre expérience à chaque campagne et à chaque chapitre. Ensuite, il y a aussi le petit livre d'histoire avec 90 pages, et puis tout un tas de tokens pour le terrain, ainsi que 8 larges tuiles de terrain que vous pourrez explorer aussi, sur lesquelles vous pourrez aussi rencontrer des NPC et faire face, bien évidemment, à certains monstres. On a même également 5 petites enveloppes secrètes que vous pourrez, bien évidemment, décachetonner une fois que certaines conditions auront été remplies. Ensuite, on a un pack d'extensions que vous voyez ici, Aftermath avec la part 1, et ça va aller jusqu'à part 4, si je me souviens bien, donc 4 parties qui viendront rajouter de nouvelles tribus, de nouvelles miniatures, de nouvelles cartes de dons, on va dire, et puis également de nouveaux scénarios, comme vous le voyez ici avec Red Talons par exemple, les miniatures, les cartes qui vont avec, etc. Donc c'est 29 € pour la part 1, et ça va être la même chose après pour la part 2, la part 3, la part 4, etc. Nouvelles tribus, nouvelles cartes, nouvelles miniatures, à chaque fois pour 29 €.
Donc voilà pour les 4 extensions que vous pouvez voir ici. On peut aussi prendre en add-on des dés de métal. Alors certes, c'est beaucoup plus classe, mais c'est beaucoup plus cher, hein, 36 € les dés de métal. Et puis au-delà de ça, si vous ne jouez pas sur des playmats en néoprène, vous risquez de péter votre table au fur et à mesure, hein, plein de petits pets par-ci par-là. C'est pas forcément très conseillé. Ensuite, pour 29 €, vous pourrez avoir aussi le set de pièces de métal plutôt que celles en carton. 40 pièces de métal, qui sont plutôt haut classe d'ailleurs. Ensuite, pour 36 €, vous pourrez aussi mettre la main sur des sacs venant accueillir les différents dés des différentes tribus. Il y aura 11 sacs en faux cuir avec l'effigie, enfin avec le blason, on va dire, de chacune des factions en présence. C'est plutôt très classe. En plus, c'est du faux cuir pour le coup, mais ça va être plutôt joliment réalisé. Ensuite, pour 51 €, on peut avoir un set de 20 miniatures de terrain, donc pour aller meubler un petit peu les différentes tuiles de terrain qu'on a vu tout à l'heure, de localisation, je pourrais dire, avec par exemple un van ou un arbre ou des pierres, etc. Bref, des souches. Et puis ensuite, pour 43 €, vous aurez les 12 miniatures de base, donc du jeu de base, pré-peintes également, donc pour 43 €. Ensuite, pour ce qui est des langues, je ne l'avais pas encore cité de toute façon depuis le début de ce segment, mais oui, comme c'est souvent le cas avec Flyers Games, comme ce sont des francophones, on a aussi une version française, francophone, pour le jeu. Donc ça, c'est plutôt très bienvenu, évidemment. Ensuite, pour le reste, bon, le How to Play, je l'ai dit rapidement tout à l'heure, mais bon, on peut le rappeler rapidement. On a donc le Customize Your Character, donc vous allez choisir un personnage avec ses différentes formes, et puis ensuite vous allez également choisir ces différentes tuiles que vous allez ajouter par-dessus, à savoir donc la tribu à laquelle vous appartenez, ensuite le don de votre personnage, on va dire, et puis sa backstory, donc d'où il vient, pourquoi il se bat, etc., etc. Ensuite, ça va définir votre plateau central que vous voyez ici. Vous allez y ajouter votre character sheet sur laquelle vous allez prendre des notes pour débloquer certaines compétences supplémentaires et ainsi de suite. Ensuite, le gameplay de base avec des combats, les cartes de combat qu'on a vu tout à l'heure qui sont plutôt très classe, avec des jets de dés bien évidemment pour accompagner le tout. Ensuite, on aura différents livrets qui vous accompagneront dans votre aventure et qui vous dévoileront aussi des pans de narration et d'énigmes à élucider pour mieux pour mieux avancer dans le suite de la partie, et puis même également des dialogues, vous aurez des pans de dialogue dans les livrets, lorsque vous rencontrerez notamment certains NPC qui pourront devenir par la suite vos alliés, ou qui pourront aussi parfois vous affronter. Ensuite, on a le mécanisme de Rage que j'ai évoqué tout à l'heure qui vous permettra, lorsque vous allez le faire progresser sur sa piste, d'aller enclencher des actions encore plus puissantes, en ajoutant notamment des dés supplémentaires. Ensuite, on a les stratégies que j'ai mentionnées tout à l'heure avec certaines figures qui vous permettront de mieux affronter vos adversaires. Par exemple, ici, il s'agira, pardon, je me suis perdu un petit peu dans les mots, il s'agira de faire corps pour former une sorte de carré à 4 comme ça, pour mieux affronter les ennemis qui vous entourent. Ensuite, on aura les différents alliés, parmi lesquels les NPC que j'ai mentionnés tout à l'heure, qui pourront parfois se joindre à vous et participer au combat notamment. Et plus encore, mais ça on va passer assez rapidement. J'ai mentionné tout à l'heure aussi les événements qui viendront intervenir assez régulièrement dans le jeu et qui viendront potentiellement changer la phase de la partie, ce qui peut être suffisamment intéressant et qui peut aussi renouveler pas mal l'expérience puisque ce sera un petit peu randomisé bien évidemment. On va continuer assez rapidement, vous pouvez télécharger le livret de règles ici, mais c'est vraisemblablement plutôt en anglais qu'en français pour l'instant, j'imagine. Ensuite, vous pouvez aussi tester le scénario numéro 1 sur Tabletop Simulator, mais également sur Tabletopia, au choix, donc comme vous pouvez le préférer. C'est pour 60 minutes environ, et c'est pour 1 à 4 joueurs. Les niveaux de pledge, on a donc le pledge que vous voyez ici à 149 $. Attention, encore une fois, c'est dollars canadiens, on en a beaucoup aujourd'hui, c'est 109 €, donc c'est marqué à droite de toute façon, hein, donc prenez garde. 109 € pour le pledge Homemade, avec donc le jeu de base, plus tous les stretch goals bien évidemment. Ensuite, on a le pledge Lupus à 195 €. Oui, ça commence à piquer assez sévèrement, mais bon, il y a pas mal de matos. On l'a vu tout à l'heure, c'est les 4 extensions avec leur miniature bien évidemment en plus, donc ça quand même rajoute pas mal de contenu et également de rejouabilité. Ensuite, on a le pledge Krynos qui lui vient vous ajouter également les sacs, tout ce qui est de l'exification des dés de métal, les pièces en métal, les miniatures pour le terrain, les miniatures pré-peintes pour les personnages de base, tout ça pour 296 €. Ça pique assez méchamment, mais en même temps, la déluxification est intense.
Ensuite, pour les stretch goals, on passera là-dessus plutôt dans le suivi du Munich crowdfunding dans quelques temps, donc la semaine prochaine vraisemblablement, parce qu'il reste 12 jours avant la fin de la campagne, donc ce sera assez rapide pour le coup, ce sera dès mercredi prochain. Et pour ce qui est de la sphère francophone, vous pourrez aussi bien évidemment aller consulter la vidéo de notre cher ami Nix concernant le jeu, avec bien sûr présentation des règles et de son avis, comme à son accoutumé, avec toujours des vidéos de très grande qualité pour résumer un petit peu l'univers, le gameplay et ce que vous pourriez en attendre bien évidemment de ce jeu. Ensuite, continuons pour ce qui est des frais de port, ainsi que mention sur la TVA d'ailleurs, c'est toujours bon à prendre aussi. La TVA pour ce qui est de l'Europe, apparemment, ce sera ajouté dans le Pledge Manager, donc il faudra sortir un petit bifton supplémentaire, voire même plusieurs biftons vu le prix de certains pledges. Pour ce qui est du Canada, les frais de port 34, 39, 49, mais attention, là encore c'est en dollars canadiens, donc à contrebalancer avec le taux de change en cours pour l'euro par exemple, ou la zone qui vous concerne de toute façon. Donc attention, 34 dollars ça doit être à peu près l'équivalent, je pense, dans 25, 27, 28 euros approximativement, je pense, mais allez vérifier. Donc 34, 39, 49 pour le Canada. Ensuite, pour ce qui est de l'Europe, 32, 37, 49, c'est sensiblement la même chose. Et puis ensuite, juste par curiosité pour nous qui sommes en Asie, ce serait 38, 46, 55, un peu plus cher, mais sans TVA pour nous. Ensuite, on peut aussi rapidement voir les projections en termes de livraison. Théoriquement, là encore comme pour Heroes of Might and Magic, on est parti sur une livraison assez lointaine, puisque vous le voyez, c'est prévu pour avril 2024, donc dans 1 an et demi, potentiellement un petit jet de dés supplémentaire pour les mois de retard, donc on pourrait rapidement arriver à 2 ans à partir de maintenant, donc bon, ça peut être assez long, bien évidemment. Et ma foi, c'est à peu près tout pour Werewolf The Apocalypse Retaliation. 3000 contributeurs pour l'instant, 12 jours avant la fin de la campagne, et 3000 contributeurs, 510 000 euros d'engrangés. On est quand même sur un très joli résultat, un très beau début de campagne. Ça devrait certainement atteindre un résultat similaire à leur précédent gros jeu, donc le Vampires Masquerade, etc. J'ai un peu perdu le titre, et encore une fois, c'était un titre à rallonge, comme c'est le cas ici encore. Mais en tout cas, la campagne se porte bien, et on devrait avoir un joli résultat. Et ma foi, c'est également tout cette semaine pour le menu crowdfunding, qui touche donc à sa fin. Je vais donc maintenant pouvoir vous laisser tranquille, terminer votre journée. En attendant, jouez bien, portez bien, et oui, je n'ai rien d'autre à dire aujourd'hui, ce sera très court, du coup, portez-vous bien, et à la prochaine.